toi qui me rendras mon pays. Haïti, c'est toi mon paradis, Haïti. Dieu me rappelle tes belles forêts, tes grands horizons. Loin de tes rivages, la plus belle cage n'est qu'une prison. Oui, mon désir, mon cri d'amour, Haïti, c'est de revenir un jour. Oh, quel beau pays bleu! Bien loin, sous d'autres cieux, je vivais des jours heureux, mais tout est fini. Seul dans mon exil aujourd'hui, je chante le cœur meurtri. Oui, mon désir, mon cri d'amour, Haïti, c'est de te revenir un jour, Haïti. Chanson de Joséphine Baker. Caméra et montage, Technical Fall Productions. Microphone Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? Alors, je vous préviens, je couve une petite grippe cette semaine, donc ma voix ne sera pas au beau fixe, j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge, je vais de temps en temps tousser. Mais je tenais à être avec vous ce dimanche, comme à chaque dimanche. Nous avons une mission. Nous devons, n'est-ce pas, commenter l'actualité, dire entre nous ce qui nous concerne. Donc, je tenais à être avec vous aujourd'hui. Donc, je vous demande déjà d'être indulgente vis-à-vis de ma voix. J'essaierai de tenir. Donc, jusqu'à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui? Dans un premier temps, nous allons rendre un bref hommage, mais un hommage immensément mérité à cette grande artiste Joséphine Baker qui est entrée au Panthéon français, n'est-ce pas, le 30 novembre dernier. Pas que sa panthéonisation me surprenne, mais c'est plutôt parce que Joséphine Baker, n'est-ce pas, a chanté Haïti. Joséphine Baker a fait rayonner Haïti, n'est-ce pas, sur la scène internationale. Je vous dirai un peu plus après la pause. Dans un deuxième temps, nous allons aussi parler de la sortie symbolique, mais une symbolique forte de la Barbade de la monarchie britannique. Et dans un troisième et dernier temps, je vais vous parler de la racialisation de la COVID. Si vous êtes un habitué de cette chaîne, je vous invite à vous rendre sur la dernière émission que j'ai présentée l'année dernière. Je pense que c'était le 31 décembre 2020. Et dans cette vidéo dans laquelle je faisais une revue de l'année 2020, je vous avais prédit une racialisation de la COVID. C'est toujours comme ça. Quand il y a une pandémie, quand il y a une maladie qui frappe le monde, eh bien, petit à petit, on finit par, n'est-ce pas, l'imputer, cette maladie-là, aux peuples africains, aux peuples noirs. Et on s'achemine vers cette racialisation de la COVID-19. Je vous en dirai plus après la pause. Donc, la table est mise, un programme rempli en perspective, une émission au cours de laquelle nous allons nous dire les vraies affaires comme d'habitude. Restez branchés. Pour l'instant, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons nous dire les vraies affaires ce matin. Allez, à la pause. On revient après, c'est promis. À tout à l'heure. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire, à offrir à nos proches. On est ensemble. Je vous ai lu au début de l'émission les paroles de cette chanson interprétée magistralement par Joséphine Baker en 1934. La date ici est importante. Elle a interprété cette chanson dans un film emblématique intitulé Zoulou, je crois. Et vous pouvez entendre cette belle chanson
de Joséphine Baker sur YouTube. Quelle interprétation magistrale, quelle mélodie langoureuse, quelle mélodie viscérale, ça vient nous chercher. Et vous avez entendu ce qu'elle a chanté, « Qui me rendra mon pays ?» Haïti. Au fait, Joséphine Baker n'est pas originaire d'Haïti, elle est plutôt une afro-américaine, donc son pays de naissance, ce sont les États-Unis, son pays d'adoption, c'est la France, mais malgré le fait qu'elle est afro-américaine et qu'elle a choisi la France comme pays d'adoption, eh bien, elle portait Haïti dans son cœur pour ce que Haïti représente dans le monde. Haïti a fait l'histoire, les amis. Ne l'oublions pas, c'est le premier peuple à conquérir son indépendance, premier peuple noir, j'entends, à conquérir son indépendance, j'ai dit bien une conquête de l'armée la plus puissante, n'est-ce pas, du monde. C'est le premier peuple à conquérir son indépendance, n'est-ce pas, d'une puissance européenne esclavagiste. Et même si c'est un pays qui, en 1934, lorsque Joséphine Baker chantait Haïti, et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, traverse des moments difficiles, rien ne change le fait que Haïti fait l'histoire. Et pour ce qu'Haïti représente, eh bien, Joséphine Baker chantait Haïti sur toutes les scènes internationales, en particulier, n'est-ce pas, sur les scènes françaises. Nous sommes en 1934, je vous le dis, la date est importante ici, puisqu'en 1934, justement, Haïti est encore sous les bottes des Yankees. Haïti est encore sous l'occupation américaine qui, comme vous le savez, a duré justement de 1915 à 1934. Pendant cette occupation, tout échappait au contrôle des Haïtiens. D'abord, la constitution d'Haïti, donc la loi mère d'Haïti, est rédigée par celui qui allait devenir président des États-Unis, mais qui fut alors ministre de la Marine, Franklin Delano Roosevelt. Il a dit « C'est moi qui ai rédigé la constitution des Haïtiens ». Quelle fierté pour lui de rédiger la constitution d'un peuple souverain et de l'imposer à la pointe de la baïonnette. Nous perdions le contrôle de nos douanes, n'est-ce pas? Nos douanes étaient sous le contrôle des inspecteurs américains. Nous perdions le contrôle de la sécurisation de nos frontières, n'est-ce pas? C'était encore les Américains qui, n'est-ce pas, sécurisaient nos frontières, même si entre-temps ils ont réformé, n'est-ce pas, l'armée indigène d'Haïti pour en faire la garde d'Haïti. Nous perdions, n'est-ce pas, le contrôle de notre propre culture, puisque les Américains avaient une haine viscérale et combattaient férocement, n'est-ce pas, la culture populaire, le vaudou. Ils y voyaient un ramassis de superstitions, donc tout nous échappait. Et ce que les Haïtiens n'arrivaient pas nécessairement à faire, parce que les Américains combattaient toute révolte. N'oublions pas comment l'un des chefs, n'est-ce pas, de la révolte haïtienne, pour ne citer que lui, n'est-ce pas, Charlemagne Péralte, a été littéralement crucifié, c'est-à-dire cloué sur 2 morceaux de planche. Eh bien, ce qu'on n'arrivait pas à faire de l'intérieur, eh bien, Joséphine Baker le chantait. « Qui me rendra mon pays, Haïti? C'est toi mon paradis. Dieu me rappelle tes forêts, tes grands horizons. Loin de tes rivages, la plus belle cage n'est qu'une prison. Qui me rendra mon pays? Je vivais heureux sous d'autres cieux, mais maintenant que j'ai connu Haïti, eh bien, la plus belle cage pour moi n'est qu'une prison. » Mais quelle belle parole. Et je tenais à souligner, n'est-ce pas, le courage de cette femme à lui faire un clin d'œil à l'occasion de son entrée au Panthéon français le 30 novembre dernier. Eh bien, Joséphine Baker est l'une des artistes afro-américaines, l'une des premières à chanter Haïti sur la scène internationale. Quand on était muselé par les Américains, quand notre propre Parlement, c'est-à-dire le siège de la souveraineté nationale, était régulièrement souillé et profané par les Américains, eh bien Joséphine Baker chantait « Qui me rendra mon pays ?»
pays Haïti. Vous savez, ce sont des paroles actuelles. N'allez surtout pas croire que parce que les Américains ont laissé Haïti en 1934, que les Haïtiens ont plus le contrôle de leur destin, non. Quiconque connaît l'histoire d'Haïti, quiconque suit l'actualité politique haïtienne, sait qu'il n'est pas jusqu'au président d'un conseil électoral provisoire qui ne soit choisi par l'ambassadeur américain. Et voyez-vous toute cette crise que j'appelle chaos, eh bien c'est un chaos qui est entretenu aussi et d'abord par l'ambassade américaine à ses propres fins. En sorte que la question que Joséphine Baker a posée dans sa chanson, à savoir « Qui me rendra mon pays ?», se pose encore aujourd'hui. Notre pays se trouve aux mains d'une bande de scélérats transnationaux. Vous avez des politiciens qui ont la peau noire, comme moi, des politiciens qui sont peut-être nés en Haïti, mais qui exécutent l'agenda de l'ambassade américaine. Ils le savent. On a surpris le président du Sénat actuel, du moins ceux qu'il en reste. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il se retrouvait en République dominicaine et l'ambassadrice des États-Unis l'a appelé pour dire « Écoutez, rentrez car nous devons, n'est-ce pas, envisager une sortie de crise ». Et lui, il s'est précipité, n'est-ce pas, de laisser la République dominicaine où il recevait des soins médicaux, n'est-ce pas, honte à lui, parce que s'il avait travaillé depuis les 35 dernières années qu'il est en politique active, qu'il est en politique sélective, s'il avait travaillé pour l'implantation d'infrastructures médicales au pays, n'est-ce pas, il n'aurait pas à se rendre en République voisine pour y recevoir des soins médicaux. Joseph Lambert et tous ses acolytes, je le nomme Joseph Lambert, eh bien, fait partie du problème. Et là, l'ambassade américaine, l'ambassadrice américaine l'appelle pour lui dire, Monsieur Lambert, en votre qualité, n'est-ce pas, du président des 9 sénateurs qui restent, n'est-ce pas, nous avons besoin de votre point de vue. Et lui, il était tout fier d'être convoqué. Il est le président du Sénat, donc il est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Il est heureux d'être convoqué par l'ambassadrice des États-Unis, n'est-ce pas, à Port-au-Prince. Et là, il y a un journaliste qui l'appelle, il ne savait pas que lui, il était en nom de Joseph Lambert, et on lui dit, écoutez, mais vous étiez en République dominicaine, vous entrez, n'est-ce pas, en toute hâte à Port-au-Prince, qu'est-ce qui se passe? Et lui de répondre, vous savez, c'est l'ambassadrice qui m'a écrit, qui m'a appelé, pardon, depuis plus de 25 ans, écoutez bien le verbe, n'est-ce pas, depuis plus de 25 ans que je sers les Américains. Allez réécouter, n'est-ce pas, cette entrevue. Depuis plus de 25 ans que je sers, le verbe servir, servus, en latin signifie littéralement esclave. Donc depuis plus de 25 ans que je suis l'esclave de l'ambassade américaine, c'est normal qu'il fasse appel à moi car les Américains savent que je suis un gars loyal. Vous entendez ça? Donc, quand Joséphine Baker a chanté en 1934 « Qui me rendra mon pays ?», nous pouvons reprendre, n'est-ce pas, ce refrain. Nous pouvons reprendre ce chœur, nous pouvons reprendre ce verset de la chanson de Joséphine Baker. Qui nous rendra à nous, population haïtienne, notre pays? Ce pays est aux mains d'une bande de salauds, de salopards, de politicards, de politiciens sans foi ni loi, des apatrides sans aucun sens patriotique qui sont placés au pouvoir par l'ambassade américaine pour rendre service à l'ambassade américaine. Ce pays se trouve aussi aux mains d'une oligarchie, des brasseurs d'affaires qui ne produisent pas de la valeur en Haïti, des brasseurs d'affaires qui ont des banques, des brasseurs d'affaires qui vendent des choses, mais qui ne produisent pas, parce que c'est un pays où il n'y a pas d'industrie. Je disais, même pour un maillot à l'effigie de Jovenel Moïse, justice pour Jovenel Moïse. Donc on réclame justice pour Jovenel Moïse. Ce maillot est imprimé en République dominicaine. Trouvez l'erreur. Donc ce pays se trouve aussi aux mains d'une
bande d'oligarques. Des gens qui, même s'ils sont arrivés dans notre pays au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, nous les avons accueillis, n'est-ce pas? Parce que, de par notre constitution, notre première, eh bien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines souhaitait qu'Haïti soit une terre d'accueil pour tous ceux qui sont en quête de liberté. Alors, c'est dans notre ADN d'être hospitalier. Nous avons été hospitaliers, nous avons été, si vous voulez, accueillants vis-à-vis de ces gens-là. Eux-mêmes ne se sont jamais considérés comme haïtiens. Ce sont les premiers complices de la communauté internationale contre nous. Et ces gens-là, tout comme les politiciens, ils sont impliqués dans l'assassinat, n'est-ce pas, le 7 juillet dernier du président Jovenel Moïse. Qui me rendra mon pays? Qui me l'arrachera mon pays? N'est-ce pas, des mains des oligarques. Ils ont 9 fois sur 10, 10, 12, 13, 14 passeports. Il y en a un qu'on a arrêté en marge de cette soi-disant enquête, n'est-ce pas, sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Eh bien, on s'est rendu compte que ce monsieur-là détient plus d'une dizaine de passeports, donc avec autant de citoyennetés différentes. Donc, pour ces oligarques-là, Haïti n'est qu'un comptoir commercial. Haïti n'est qu'une vache à lait. On est là pour téter. On est là, n'est-ce pas, pour y brasser des affaires. Mais on n'a pas besoin d'y construire des infrastructures durables, puisque de toute manière, vous suivez mon regard, je détiens un passeport turc, puisque de toute manière, je détiens un passeport dominicain. Et pire, ces gens-là, plutôt que de construire Haïti, mais ils vont acheter des maisons en République dominicaine. Plutôt que de construire Haïti, ils ont des entreprises en République dominicaine. Plutôt que de construire Haïti, eh bien, ils déposent leur argent dans des banques dominicaines ou à Miami. Donc, qui me rendra mon pays? Qui me l'arrachera mon pays? Des mains des oligarques, ces transnationaux. Donc, vous notez que la chanson de Joséphine Baker, elle est actuelle. Notre pays est aux mains de l'ambassade américaine. Jusqu'à présent, contrairement à ce que ces gens de l'opposition, les uns plus salauds que les autres, disaient, ah, nous sommes prêts, du vivant de Jovenel Moïse, ils organisaient des manifestations au quotidien. Ils fermaient le pays, le fameux phénomène pays-loc. Il disait détenir un accord et que au départ de Jovenel Moïse, eh bien, il procéderait à un gouvernement de transition, de rupture. Eh bien, ça fait 4 mois que le président Jovenel Moïse n'est plus là, dans les circonstances regrettables que l'on connaît, mais l'opposition n'est pas plus prête. Et ces mêmes gens de l'opposition, pensez à des gens comme André Michel, pour ne citer que ce nom-là, un salopard de première, eh bien, eux, tout ce qu'ils veulent, ces gens de l'opposition, c'était d'avoir leur part de gâteau. Ils étaient contre le pouvoir dilapidateur de PHTK, mais puisque Jovenel n'est plus là, eh bien, les mêmes André Michel, n'est-ce pas, de ce monde sont allés négocier avec le gouvernement de PHTK pour avoir leur propre ministère. Et c'est ainsi que vous allez voir les plus grands ténors de l'opposition, n'est-ce pas, ont leur ministère. Ils ont, n'est-ce pas, le contrôle d'une direction générale. Ils ne vont pas changer le sort du pays, ils ne vont pas changer le sort de la population. Ils veulent aussi s'enrichir, n'est-ce pas, en détournant des fonds publics, comme le PHTK a fait pendant, n'est-ce pas, les 10 dernières années. Ceux qui encouragent, enfin, ceux qui motivent l'opposition, c'est quoi? C'est de s'enrichir aussi vite que les membres du gouvernement PHTK. Voilà pourquoi ils font alliance, ces membres de l'opposition, le fameux secteur démocratique et populaire, le SDP. Quel titre pompeux, il n'y a rien de populaire dedans, la population n'est pas avec ces gens-là, il n'y a rien de démocratique non plus, qui leur a donné le mandat de représenter la population, allez savoir. Donc, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir le contrôle de l'administration publique, c'est de voler aussi, en sorte que, à la question « Qui me rendra mon pays ?» eh bien, il faut se rappeler que ce pays est aux mains de ces salopards de l'opposition aussi. Eh bien, si on veut reprendre le contrôle de nos pays, il faut remettre
l'ambassade américaine à sa place et je vous invite à signer ma pétition pour une rupture. Je ne dis pas que ça va arriver aujourd'hui avec les salopards qu'on a là au pouvoir, pour une rupture de nos relations diplomatiques avec les États-Unis. Vous dites, ah, mais c'est impossible. Non, c'est pas si impossible que cela. Voyez ce qui se passe là, n'est-ce pas, ailleurs en Barbade. Donc, on va en parler. Mais je vous invite à signer cette pétition qui me rendra mon pays. Mais il faut enlever le contrôle économique de ce pays des mains de ces oligarques transnationaux qui considèrent le pays comme un comptoir commercial, qui, n'est-ce pas, y placent des banques, mais pour leurs propres intérêts, si bien que jusqu'à présent, après plus de 100 ans d'existence, seuls 6% des clients des banques en Haïti ont accès à un prêt. Et 94% du temps, n'est-ce pas, c'est les mêmes gens avec le même profil épidermique, le même profil économique, n'est-ce pas? Avec le temps, c'est les mêmes familles qui bénéficient des prêts, en sorte qu'il n'y a pas de redistribution de richesse dans ce pays, parce qu'il n'y a pas de création de richesse, parce que les oligarques veillent à ce qu'il n'y ait pas de création de richesse, à ce que même si on est un pays où l'esclavage n'est plus pratiqué, mais que l'écrasante majorité des Haïtiens se retrouvent encore dans un état sous-humain, dans un état, n'est-ce pas, de pauvreté indécente. Qui me rendra mon pays? Il faut le reprendre, ce pays, des mains de l'ambassade américaine. Il faut reprendre le pays des mains de l'ambassade du Canada. Il faut reprendre ce pays des mains de l'ambassade de la France. Il faut reprendre le pays des mains des oligarques transnationaux. Ces gens qui n'ont absolument aucun sens de solidarité, qui sont des gloutons, qui ne sont jamais satisfaits, n'est-ce pas, des millions qu'ils volent à la communauté haïtienne, à l'État haïtien. Il faut reprendre aussi le pays des mains des politiciens, n'est-ce pas, qu'ils soient de l'opposition ou au gouvernement, c'est la même merde. Il faut reprendre le pays de leurs mains. Et vous savez comment ça s'appelle? Une révolution. C'est un beau pays, chantait, n'est-ce pas, Joséphine Baker. C'est le paradis. Mais malheureusement, parce que ce pays est sous le contrôle de l'ambassade américaine, parce que ce pays est sous le contrôle de politiciens qui n'ont aucun sens patriotique, parce que ce pays est sous le contrôle d'oligarques, n'est-ce pas, qui n'ont aucune solidarité, aucune conscience citoyenne, ce pays devient l'enfer pour la majorité de son peuple. C'est ce qu'il faut changer. Et pour le changer, il ne faut pas compter sur Jésus, il ne faut pas compter sur les lois. Il faut, n'est-ce pas, s'armer de courage, s'armer d'audace et dire que ce pays, il est à nous. On va botter les culs qui doivent être bottés, on doit rouler les têtes qui doivent être roulées, on doit faire une révolution comme d'autres pays ont fait une révolution pour que les choses changent définitivement. C'est ce que le peuple haïtien appelle justement changer le système. Donc voyez comment les paroles de la chanson de Joséphine Baker sont encore actuelles et je tenais à commenter cette belle musique de notre diva Joséphine Baker. Moi, je la considère comme haïtienne puisqu'elle disait que Haïti, c'est son pays. Donc, je peux l'appeler notre diva. Donc, gloire à Joséphine Baker à l'occasion de son entrée au Panthéon français. On observe une autre pause et là, on va commenter ensemble, n'est-ce pas, la sortie de la Barbade de la monarchie britannique. Qu'est-ce que ça envoie comme leçon aux provinces françaises d'outre-mer? Les amis, un autre point de l'actualité qui nous concerne, nous les Noirs, c'est la sortie de la Barbade de la monarchie britannique le 30 novembre dernier. Bon, on le sait, la Barbade est soi-disant indépendante, n'est-ce pas, depuis plus d'une cinquantaine d'années, depuis 55 ans. Mais elle faisait encore partie de la monarchie britannique, puisque c'est la reine d'Angleterre, n'est-ce pas, qui jusqu'au 30 novembre dernier était considérée comme son chef d'État. Alors, la Barbade du
point de vue géographique, c'est un petit pays d'à peine 430 km². Du point de vue de la population, c'est un peu moins de 295 000 habitants. Mais la Barbade, n'est-ce pas, fait l'histoire parce que jusque-là, la Barbade, qui a été une ancienne colonie britannique, n'est-ce pas, pendant tout le XVIIe siècle et cela jusqu'au début du 19e siècle, que dis-je, jusqu'à l'abolition par l'Empire britannique de l'esclavage, mais ça a été une colonie où on pratiquait l'esclavage de manière féroce, en particulier, n'est-ce pas, sur les plantations de canne à sucre, etc. Et malgré le fait que, je l'ai dit, depuis plus de 55 ans, la Barbade est devenue un État indépendant, mais la Barbade restait dans la monarchie britannique. Ce qui, au fait, est insolite, ce qui, au fait, n'ayons pas peur des mots, était une insulte aux ancêtres, n'est-ce pas, de la Barbade. Imaginez vos anciens tortionnaires qui ont kidnappé vos ancêtres, qui ont été sur le continent mère, l'Afrique, qui ont arrêté de force vos ancêtres pour les obliger à travailler sur des plantations de canne à sucre. Et là, vous avez proclamé votre indépendance il y a 55 ans, mais malgré le fait que vous étiez indépendant, vous restiez quand même dans le giron politique de vos anciens tortionnaires. Votre chef d'État restait quand même la reine Élisabeth II. Donc il y avait pour moi là quelque chose d'insolite, il y avait pour moi quelque chose, si vous voulez, d'insultant pour les ancêtres, n'est-ce pas, de la population de la Barbade. Depuis 5 ans, il y avait donc un projet de loi au terme duquel la Barbade voulait s'affranchir de la monarchie britannique. Et voilà, 5 ans plus tard, c'est fait. La reine d'Angleterre n'est plus le chef d'État de la Barbade. Tant mieux. Je ne peux pas demander à mon ancienne tortionnaire, la tortionnaire de mes ancêtres, d'être mon chef d'État, malgré le fait que je me suis affranchi, n'est-ce pas, de sa tutelle à cette ancienne, n'est-ce pas, tortionnaire de mes ancêtres. Et donc, le 30 novembre dernier, la Barbade s'est proclamée désormais république, faisant ainsi, n'est-ce pas, de la reine d'Angleterre la chef d'État de tout autre pays, sauf de la Barbade. Donc, désormais, la souveraine n'est plus, n'est-ce pas, la souveraine de l'Empire britannique n'est plus la chef d'État de la Barbade. La Barbade a choisi de devenir, n'est-ce pas, une république. Je veux en profiter pour féliciter cette immense artiste, Rihanna, qui est née à la Barbade, qui y a grandi et qui a fait, si vous voulez, de la sortie de la Barbade de la monarchie britannique son principal cheval de bataille. Il y a 2 semaines, dans l'une de mes émissions, je vous parlais du poids des artistes dans une société. Les artistes sont de véritables animateurs sociaux. Pour quelle raison? Parce que les artistes ont de l'influence. On écoute leurs chansons, on les imite dans ce qu'ils portent, on les imite dans ce qu'ils disent, etc. Et bien que Rihanna ait choisi de faire de la sortie de la Barbade de la monarchie britannique son propre cheval de bataille, cela a compté pour beaucoup dans la sortie effective de la Barbade de la monarchie britannique. C'est symbolique, vous me direz. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de pétard, il n'y a pas eu une balle, n'est-ce pas, qui a été tirée. Et d'une certaine manière aussi, je veux saluer, si vous voulez, l'intégrité intellectuelle du fils de la reine qui a fait le déplacement, qui dans son allocution a rappelé la férocité de l'esclavage que son pays à lui, au prince Charles, n'est-ce pas, a imposé à la population majoritairement noire de la Barbade. Oui, c'est bien de rappeler cela. Maintenant qu'on est sorti de la monarchie britannique, la Barbade doit faire un pas de plus. Elle doit réclamer réparation. Si vous allez encore une fois sur ma chaîne, j'ai produit une émission il y a à peine 1 an qui s'intitule « Pas de pardon sans réparation ».
Nous, les Noirs, on pardonne trop facilement à nos bourreaux, on pardonne trop facilement à nos tortionnaires. Eh bien, c'est trop facile de sortir de la monarchie britannique sans réclamer à la couronne britannique, n'est-ce pas, les richesses que cette couronne a volées à nos ancêtres, sans réclamer à la couronne britannique le fruit du travail de nos ancêtres. Eh bien, les empires européens, pensons à l'empire britannique dans ce cas-là, à l'empire portugais, pensez à l'empire espagnol, pensez à l'empire français, etc. Eh bien, ces empires européens, ou l'Allemagne, n'est-ce pas, se sont enrichis sur la sueur de nos ancêtres. Là, la Barbade a fait un pas, sortir de la monarchie britannique. Elle doit faire un autre pas, lequel réclamer réparation. Il n'y a pas de pardon sans réparation. Et le véritable affranchissement de la Barbade viendra lorsque la Barbade demandera et obtiendra réparation à la couronne britannique pour l'exploitation, pour l'oppression, pour l'assassinat, n'est-ce pas, des ancêtres de la Barbade. On sait que la population de la Barbade, alors esclave, a tenté, n'est-ce pas, après la révolution haïtienne de 1804, de s'affranchir aussi de la tutelle britannique, mais cette révolte a été matée férocement dans le sang, ne serait-ce que pour ces siècles, n'est-ce pas, d'esclavage. La Barbade doit faire un pas de plus, réclamer réparation. Et puisque dans cette sortie de la couronne britannique, Rihanna, comme artiste, a eu un grand rôle, eh bien, je lui demande de motiver sa population sur cette autre cause, réclamer réparation de la couronne britannique. Et j'en profite pour lancer ce message aux autres pays antillais, aux autres pays noirs. Vous savez, la France, toute la gloire de la France vient du fait qu'elle peut compter sur des paradis qu'elle appelle la France, les provinces françaises d'outre-mer, n'est-ce pas? Et ce sont essentiellement des pays qui se trouvent dans les Antilles, n'est-ce pas, et qui ont un climat extraordinaire, etc. Alors, j'espère que pour nos frères antillais, n'est-ce pas, pensez aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Guyanais, pour ne citer que ces frères-là, ceux qui sont à Saint-Martin, entre autres, n'est-ce pas, à l'île de la Réunion. J'espère que l'exemple de la Barbade va vous inspirer. À un moment donné, on doit briser la chaîne. C'est bien beau de dire qu'il n'y a plus d'esclavage, mais quand vous regardez le niveau de vie des provinces françaises d'outre-mer au niveau de vie de l'Hexagone, vous comprendrez que même s'il n'y a plus d'esclavage, il y a clairement une différence entre les vrais Français et vous qui pensez être Français. En fait, il y a là même une insulte à l'histoire de vos ancêtres que de continuer à vous affubler du titre de province française d'outre-mer. Vos ancêtres ne se sont pas battus pour être encore considérés comme des Français. La déclaration de Jean-Jacques Dessalines, le premier homme d'État haïtien, le 1er janvier 1804, n'est-ce pas, pourrait nous inspirer aujourd'hui. Jean-Jacques Dessalines a dit dans son adresse à la nation, le 1er janvier 1804, « Vous avez osé être libre des Français », je paraphrase, maintenant, « osez être libre pour vous-même ». Je pense qu'il y a des étapes différentes dans la lutte d'un peuple. Nous nous sommes battus contre l'esclavage, mais malgré le fait qu'il n'y a plus d'esclavage dans les Antilles, dans les fameuses provinces françaises d'outre-mer, mais il y a une différence entre la métropole, et c'est un terme qui nous fait honte, quand j'entends mes frères antillais dire, écoutez, on va se rendre en métropole. Ce terme-là devrait vous rappeler l'époque de l'esclavage. Il y avait les colonies et il y avait la métropole. Il y avait les colonies où vos ancêtres travaillaient pour les autres et il y avait la métropole où ceux qui jouissaient de l'œuvre de vos ancêtres, n'est-ce pas, restaient encore. Alors, soyez libres pour vous-même. Que l'exemple de la Barbade soit à l'origine de sorties en cascade.
Imaginez à quel point vous serez digne de vos ancêtres si vous sortez de cette, ma foi, de cette structure politique hybride. Qu'est-ce que j'appelle une structure politique hybride? D'anciens esclaves qui s'entendent avec d'anciens maîtres d'esclaves pour rester dans le même pays, acceptant ainsi d'avoir un niveau de vie inférieur, n'est-ce pas, à celui d'anciens maîtres d'esclaves. Bon Dieu, osez être libre par vous-même. Et de même que dans le cas de la Barbade, Rihanna a mis tout son poids. Elle a mis tout le poids de sa célébrité. Elle a mis tout le poids de son rayonnement pour que son pays sorte de cette structure stupide qu'on appelle la monarchie britannique. J'espère que les artistes de nos frères dans les Antilles françaises vont mettre aussi toute leur âme, tout leur courage, n'est-ce pas, et leur audace pour élever leur nation vers le statut d'hommes et de femmes véritablement libres. Je ne veux pas vous faire de leçons, mais nous sommes frères, nous sommes ensemble. Pour moi, rester dans la maison de l'ancien maître d'esclaves et espérer que l'ancien maître d'esclaves va me traiter comme, n'est-ce pas, des égaux, c'est de la folie, tout simplement. Depuis plusieurs siècles que cette structure existe, vous continuez à être traités en parents pauvres, vous continuez à être traités comme des êtres inférieurs, que l'exemple de la Barbade nous inspire et que nous devenions, nous qu'on appelle les provinces françaises d'outre-mer, que nous devenions de véritables pays, des pays qui s'affranchissent définitivement de la tutelle française. Et une fois que vous aurez fait ça, l'autre étape consistera à faire quoi? À demander réparation. Vous imaginez? Toute la richesse de ces pays-là repose sur notre silence, notre complicité. Si nous engagions de véritables procès pour leur réclamer à ces empires la réparation pour ce qu'ils ont fait subir à nos ancêtres, la face du monde changerait cette fois-ci en notre faveur. Alors, soyons courageux dans cette fin d'année et comme l'aurait dit Jean-Jacques Dessalines, nous avons osé être libres des autres, maintenant osons être libres pour nous-mêmes. Et comme Rihanna l'a fait, j'invite les artistes de nos pays noirs, j'invite les Wyclef Jean, pour ne citer que lui, tous les artistes qui ont une réputation ou une renommée internationale. Je les invite à mettre tout le poids de leur célébrité dans la balance pour faire en sorte que leur pays s'affranchisse des tutelles coloniales. Imaginez si les pays africains s'affranchissaient de la tutelle coloniale française, laquelle tutelle a été mise en place par Charles de Gaulle et qui existe encore. Allez suivre ou regarder une fois de plus mon émission intitulée « Les accords secrets des pays africains avec la France ». Ces accords secrets-là, ce sont des accords qui permettent à la France de siphonner toutes vos ressources. Alors imaginez si nos artistes, n'est-ce pas, demandaient, faisaient pression sur nos chefs d'État africains, sur nos chefs d'État de pays noirs, pour s'affranchir, n'est-ce pas, de cette tutelle. Désormais, c'est nous qui profiterions de nos propres richesses. Et dans le cas d'Haïti, puisque je suis haïtien, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles l'ambassade américaine pousse pour qu'on change de constitution. Vous savez, la constitution de 1987 a mis des verrous pour empêcher que le chef d'État seul n'accorde des contrats d'exploitation minière à des compagnies étrangères. Eh bien, avant qu'on ne donne ces contrats, eh bien, le Parlement haïtien doit avaliser ces passations de titres. Eh bien, l'ambassade américaine a poussé pour qu'on change de constitution de manière à ce qu'on enlève ce verrou-là. Ce verrou qui empêche, n'est-ce pas, les compagnies américaines de faire main basse sur nos ressources. C'est pour ça que les Américains poussent pour qu'il y ait, n'est-ce pas, changement de constitution. Alors j'invite aussi les artistes haïtiens de renommée internationale
à pousser comme Rihanna l'a fait dans le cas de la Barbade pour qu'Haïti s'affranchisse de la tutelle américaine. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas inférieurs, nous n'avons rien à envier, n'est-ce pas, aux Américains, aux Français, aux Britanniques, dans le cas, n'est-ce pas, de la population de la Barbade. Pourquoi nous devions accepter une forme quelconque de leur tutelle? Soyons dignes de nos ancêtres. Nous avons osé être libres des autres, soyons désormais libres pour nous-mêmes. Et maintenant, une autre pause avant qu'on ne regarde la racialisation de la COVID-19. Le site internet du Dr Jean-Fils Aimé s'est refait une beauté. Suivez-moi, on va le découvrir ensemble. Tout d'abord, il y a la biographie, pour en savoir plus sur les multiples carrières et talents du Dr Jean-Fils Aimé. Ensuite, il y a la boutique. Dans la boutique, vous allez trouver les livres, les audios, les formations, mais aussi le service de mentorat. Commençons par les livres. Dans les livres, vous trouverez le plus récent livre du Dr Jean-Fils Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, en français et en anglais. Vous trouverez aussi le livre sur Haïti, en français et en anglais. Et bien entendu, les autres livres du Dr Jean-Fils Aimé sont disponibles aussi. Pour commander votre livre, il suffit de cliquer sur l'article et de l'ajouter dans votre panier. Une fois ajouté dans votre panier, vous pouvez soit payer par PayPal si vous avez un compte PayPal ou si vous créez un compte PayPal, ou bien vous pouvez aussi payer par votre carte de crédit. Nous livrons partout où c'est possible. Dans la boutique, il y a aussi les audios. Les audios, ce sont les anciennes émissions de Jean-Fils Aimé qui passaient à la radio et qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Les audios sont classés par catégorie, religion et spiritualité, sociale. Allons voir religion et spiritualité. Vous trouverez toutes sortes de sujets. L'histoire de la réforme protestante, d'où viennent les églises protestantes, d'où vient l'idée du paradis, qui est Satan, à quoi sert-il, etc., etc. Dans la boutique, il y a aussi les formations. Les formations, c'est un service à venir. Suivez une formation en groupe avec Jean-Fils Aimé. On trouve aussi le service de mentorat, service à venir. Développez vos aptitudes avec Jean-Fils Aimé comme mentor. Pour ne rien manquer du service de mentorat et des formations, inscrivez-vous à notre infolettre. Pour introduire le troisième sujet de l'émission d'aujourd'hui, je voudrais vous lire quelques lignes de mon dernier livre, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice. Et vous allez voir comment les réflexes de l'occidental n'ont jamais changé. Quels sont ces réflexes? Inférioriser les noirs, leur imputer aux noirs tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, même quand cela n'a rien à voir avec les peuples noirs. Et pour ce faire, je vais vous lire quelques lignes de mon dernier livre. Avoir des pensées noires, c'est déprimer, être pessimiste, c'est d'avoir des pensées de mort ou suicidaire. Manger son pain noir, c'est être dans la misère. Avoir une âme noire, c'est être une mauvaise personne. Être la bête noire, c'est être une personne détestable et haïssable. Travailler au noir, c'est travailler en cachette, se soustraire au paiement d'impôts et de taxes. Une marée noire, c'est une catastrophe écologique ou environnementale. Une série noire, c'est une suite d'épreuves, de calamités et d'adversités. Une caisse noire, c'est une réserve illégale, illicite et malhonnête. Un regard noir, c'est un regard colérique, mécontent et malveillant. Un humour noir, c'est un humour absurde. Rencontrer un chat noir de nuit, c'est le présage d'un malheur. La magie noire, c'est la magie malfaisante et malveillante, c'est la sorcellerie.
la peste noire, c'est la pandémie qui a frappé pendant le Moyen-Âge l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord et qui, en seulement 6 ans, a fauché plus de 50% des Européens. Or, même si la formule laisse penser que la peste était originaire de l'Afrique, on l'appelle la peste noire, rien à voir, puisqu'ici, le qualificatif noir réfère seulement à l'effet terrible et affreux de la pandémie. La liste pourrait s'allonger indéfiniment. Avec de telles connotations, une personne noire en Occident doit faire montre de courage et d'une volonté à toute épreuve pour se construire une identité saine basée sur la fierté et l'estime de soi. Nous étions au XIVe siècle et déjà la pandémie de la peste, qui a fauché plus de 50% des populations européennes, était appelée peste noire. Allez savoir pourquoi, puisque cette peste n'originait pas de l'Afrique, mais on a quand même choisi de l'appeler peste noire, question de racialiser cette pandémie. Nous étions au XIVe siècle, les amis, en plein Moyen-Âge. Est-ce que vous notez que tranquillement, les amis, depuis qu'on a découvert le variant Omicron, on est en train de racialiser le COVID-19? L'année dernière, je l'ai dit, à ma dernière émission, je vous avais dit qu'on allait finir par racialiser la COVID-19, qu'on allait en faire une maladie des peuples noirs. Ce n'est ni la première fois, ni la dernière fois que ça arrive. On vient de le voir avec la pandémie. Maintenant, si vous permettez, on va rappeler l'histoire du sida. Cette semaine, n'était-ce pas déjà la journée de la lutte internationale contre le sida? De partout, on commémore, les 40 ans, n'est-ce pas, depuis qu'on a découvert le virus du sida. Je pense que c'était en 1983. On venait donc de découvrir le virus, mais déjà, on ostracisait 4 groupes. On appelait cette maladie. Ne l'oublions pas, les amis, nous devons rappeler ces choses-là pour en tirer des leçons, pour demeurer vigilants lorsque l'Occident veut nous refaire les mêmes sales coups. Comment appelait-on le sida 4H? En l'appelant 4H, on ostracisait les homosexuels, car on a découvert que beaucoup de ceux qui avaient le sida et qui mouraient, n'est-ce pas, comme des mouches, étaient des homosexuels. Donc, on l'appelait 4H parce que le premier H référait aux homosexuels. Imaginez comment on ostracisait ces gens-là. Le deuxième H, c'était pour les héroïnomanes, c'est-à-dire ceux qui se droguaient avec des seringues. On constatait que beaucoup de ceux qui avaient cette maladie-là, n'est-ce pas, se droguaient avec des seringues. Donc, c'était le deuxième H. Le troisième H, c'était pour les hémophiles, ceux qui perdaient facilement, n'est-ce pas, leur sang. Et le quatrième H, c'était pour les Haïtiens. Moi, je me souviens, j'étais en Haïti en ce moment-là, mais, mon Dieu, c'était une maladie honteuse pour tout le monde. Imaginez, tu es malade, mais tu dois cacher cette maladie parce que c'était une honte pour ta famille, c'était une honte pour ton peuple. Demandez ce qu'on a fait, nous, comme Haïtiens, pour que la maladie nous soit imputée. Non, on n'a rien fait, mais l'Occident, en particulier les Américains, avaient décidé que le quatrième H devait être imputable aux Haïtiens. Et n'allez pas croire que cette affaire-là n'a duré que quelques années. Lorsque, au début des années 90, n'est-ce pas, on a continué à ostraciser les Haïtiens, c'était terrible. Il y avait des marches partout organisées par des Haïtiens pour dire, écoutez, cette maladie n'a rien à voir avec nous. Et même les professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, les infirmiers étaient ostracisés dans la pratique de leur profession car il y avait des patients qui refusaient d'être auscultés par des médecins haïtiens pour ne pas attraper le 4H, le sida. Sauf que scientifiquement, ça n'a rien à voir avec nous.
Mais il fallait trouver un bouc émissaire noir pour pouvoir, si vous voulez, punir un peuple, pour pouvoir racialiser, n'est-ce pas, comme l'Occident l'a fait au Moyen-Âge, cette maladie. Et vous notez que, malgré le fait qu'on a, à partir des années 95-96, trouvé une thérapie, un remède au sida, la trithérapie, 96, vous notez que les pharmaceutiques ne veulent toujours pas baisser le prix de ce médicament et conséquemment, même si on ne dit plus que c'est une maladie de noir, mais si vous regardez les chiffres, sur quel continent le sida continue-t-il à tuer des millions de gens? Et ne l'oublions pas, par année, le sida tue plus de gens que la COVID-19 n'en tue. Eh bien, quand vous regardez les chiffres, n'est-ce pas? C'est encore sur le continent noir, c'est encore en Afrique que le sida continue de tuer. Et malgré le fait qu'il y a, n'est-ce pas, ce médicament, cette trithérapie, et qu'on demande aux pharmaceutiques de lever les brevets pour permettre, n'est-ce pas, un libre accès à ce médicament à tout le monde, les pharmaceutiques disent de toute manière, même si on levait le brevet, même si on baissait le prix, n'est-ce pas, de ce remède qui coûte quelque chose comme 15 000 $ américains par année, eh bien, les pays noirs n'auraient pas d'infrastructure médicale, ils n'auraient pas de médecins compétents pour, si vous voulez, exécuter ou administrer ce remède, n'est-ce pas, aux Africains. Ça ne nous dérange pas qu'ils continuent de mourir comme des poules. Vous notez que malgré le fait qu'on n'appelle plus le sida 4H, donc on a enlevé l'opprobre sur un peuple noir, les Haïtiens, mais dans la pratique, le sida est encore racialisé puisque c'est sur le continent africain que le sida continue de faire le plus grand nombre de ravages. C'est encore aux Africains qu'on refuse, n'est-ce pas, si vous voulez, la trithérapie, puisqu'elle coûte extrêmement cher. Les pharmaceutiques, malgré le fait qu'ils se sont enrichis, refusent, n'est-ce pas, de baisser le prix, et ils se disent, de toute manière, même si on en baissait le prix, il n'y a pas sur ce continent-là de gens compétents, ni d'infrastructures médicales pour les guérir. De toute manière, des millions de Noirs qui meurent, on s'en fout, eh bien, leur pays finiront par se vider et les ressources iront comme toujours, n'est-ce pas, dans les pays occidentaux. Vous notez que c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec la COVID. Ne l'oublions pas, c'est important de refaire l'histoire. Pourquoi appelle-t-on cette pandémie COVID-19? Parce qu'on en a fait la découverte en décembre 2019 sur le continent asiatique, en particulier en Chine. Vous notez que malgré le fait que la Chine n'a jamais été transparente par rapport à cette affaire, d'ailleurs, le premier médecin chinois a signalé l'existence, n'est-ce pas, de ce virus, il est mort dans des conditions nébuleuses. Aucun pays n'a osé prendre une sanction contre la Chine. Vous notez ça? Au contraire, pendant la pandémie, dans quel pays a-t-on commandé la fabrication des masques? En Chine. Dans quel pays a-t-on commandé la fabrication des gants? En Chine. Dans quel pays continuait-on à commander des machines qui aidaient les malades à mieux respirer? En Chine. Et vous notez que lorsque dans des réflexes mesquins, Donald Trump a appelé la COVID-19 de Chinese virus, le virus chinois, eh bien le monde entier s'est levé pour dire non, il ne faut pas racialiser la COVID. C'est un virus, ce n'est pas un virus chinois. C'était noble. Voilà. Maintenant, les amis, regardons le glissement dangereux dans lequel les pays occidentaux se rendent et s'engouffrent. L'Afrique du Sud, contrairement à la Chine, qui n'a pas du tout été transparente. Vous notez que malgré le fait que des protocoles prévus par l'Organisation mondiale de la santé disent que quand on découvre un nouveau virus, une nouvelle maladie, eh bien, le pays où cette maladie a été découverte doit ouvrir ses frontières pour permettre à des inspecteurs internationaux, à des gens compétents d'aller enquêter. La Chine n'a ouvert que partiellement ses frontières à ses inspecteurs, mais très tardivement. Personne n'a pris de sanctions
contre la Chine. Et aujourd'hui encore, personne ne sait si cette maladie a été fabriquée dans un laboratoire ou bien si elle est tombée du ciel. N'est-ce pas? J'ai mon opinion là-dessus. Puisque je ne suis pas un expert en la matière, je n'ai pas à la partager avec vous. Eh bien, l'Afrique du Sud, contrairement à la Chine, a choisi d'être transparente. Des médecins compétents de l'Afrique du Sud ont alerté le monde, ont alerté l'OMS, n'est-ce pas, sur l'existence d'un nouveau variant, le fameux variant Omicron. Après qu'on a félicité l'Afrique du Sud pour sa transparence, savez-vous ce que les pays occidentaux font? Ils punissent l'Afrique du Sud. La vérité, c'est que non seulement l'Omicron n'est pas apparu pour la première fois en Afrique du Sud, mais aujourd'hui où l'on se parle, l'Omicron, le variant Omicron existe dans 26 pays dans le monde, c'est-à-dire dans tous les continents du monde. Et que font les pays occidentaux, en particulier le Canada? Le Canada ferme ses frontières avec l'Afrique du Sud et 10 autres pays africains. Mon Dieu! Mais c'est énorme! On est en train d'ostraciser l'Afrique du Sud pour avoir été transparente. La Chine qui a été, n'est-ce pas, cachotière, n'a jamais été punie, alors que l'Afrique du Sud, selon le protocole de l'Organisation mondiale de la santé, a alerté le monde sur l'apparition d'un nouveau variant. Et comme conséquence, non seulement on punit l'Afrique du Sud, mais on en profite pour punir 10 autres pays africains. Mais non seulement c'est contre-productif, les scientifiques eux-mêmes disent non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas commencer à fermer les frontières puisque le variant existe déjà dans 26 pays sur tous les continents. Mais pire, pourquoi vous choisissez de fermer les frontières avec ces pays africains et non pas avec les pays européens? Et bientôt, vous allez voir, les amis, la COVID-19 va demeurer et va être une maladie de noir. Déjà, regardons les chiffres. Les chiffres sont là. On nous dit que dans des pays riches, 66% de la population, n'est-ce pas, sont vaccinés. Tandis que dans les pays pauvres, donc essentiellement des pays de noirs, moins de 3% de la population, n'est-ce pas, est vaccinée. Donc avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Dans des pays riches, les gens vont être, n'est-ce pas, majoritairement vaccinés. Donc ils vont être immunisés contre d'autres variants de la Covid, tandis que dans les pays pauvres, essentiellement des pays de noirs, essentiellement des pays africains, la majorité, n'est-ce pas, de la population restera non vaccinée. Et ce qu'on va faire, on va dire, tiens, désormais, la Covid n'est plus une pandémie, elle ne touche plus tout le monde, elle ne touche que les pays noirs. On va fermer les frontières avec les pays noirs, condamnant ainsi les peuples noirs à mourir par faute de vaccins. Vous notez que je vous ai dit il y a quelques instants que les pharmaceutiques qui ont développé, n'est-ce pas, cette trithérapie contre le sida, n'est-ce pas, décident d'en baisser le prix. Ils font du prix une barrière d'entrée pour que les malades africains continuent à mourir comme des mouches. Mais c'est exactement ce qui va se passer. On dit, n'est-ce pas, aux pharmaceutiques, donnez la recette à d'autres pays, la recette des vaccins, pour qu'il y ait beaucoup plus de pays à produire des vaccins. L'Afrique du Sud veut avoir les recettes pour les vaccins. L'Inde veut avoir les recettes pour les vaccins. Les pharmaceutiques disent non, nous avons un droit de propriété sur les vaccins. Nous n'allons pas en donner la recette. Et vous savez ce qui se passe? Déjà, les pays riches avaient commandé des milliards de doses. Vous savez, en moyenne, quel a été le ratio? C'était 10 doses par habitant dans les pays riches. Alors que ce qu'on disait, c'était 2 doses par habitant. Mais les pays riches ont commandé jusqu'à 10 doses par habitant. Conséquemment, ces pays riches-là sont en train de jeter des doses. Le Canada, jusqu'à présent, a jeté plus de millions de doses qu'il avait commandées en plus. Et vous savez, quand on demande aux pharmaceutiques de donner la recette de leurs vaccins ou alors de donner des vaccins aux populations
pauvres, vous savez ce que répondent les pharmaceutiques? De toute manière, les pays pauvres n'ont ni les médecins compétents, ni les infrastructures médicales compétentes pour administrer des doses de vaccins à leur population. Ces gens-là vont de toute manière mourir. Nous n'allons ni donner la recette de nos vaccins, ni baisser le coût de ces vaccins. Donc, on va laisser les plus pauvres mourir, n'est-ce pas, de cette pandémie. Donc, vous allez voir rapidement, comme ce fut le cas avec la peste noire, comme ce fut le cas et c'est encore le cas avec le sida, rapidement, la COVID-19 qui était et qui est jusqu'à présent une pandémie, ça va être rapidement confiné aux frontières des peuples noirs. Les peuples riches vont avoir plus de doses qu'il n'en faut pour protéger leur population. Les pharmaceutiques vont continuer, n'est-ce pas, à défendre leurs brevets et ne livreront pas des recettes de production de leurs vaccins aux pays pauvres. Et pire, ils vont garder les coûts extrêmement élevés pour faire du prix une barrière à l'entrée, condamnant ainsi les populations pauvres à mourir. Rien n'a changé, les amis. Dans mon livre, j'ai dit « Être noir, c'est une fabrication ». Le paradoxe des pays noirs, c'est que nous sommes des pays extrêmement riches en termes de ressources et nous avons des populations pauvres. Et cela, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui est savamment travaillé. Puisque nos pays sont riches, il faut continuer à considérer nos pays comme des réservoirs de matières premières pour les pays occidentaux et il faut en même temps vider nos pays de leur population, soit par des pandémies, soit en piquant à ces populations-là, n'est-ce pas, leur plus brillant cerveau, auquel cas ces populations seront condamnées à être dans le sous-développement. La mission que je m'assigne à cette émission, c'est de nous ouvrir les yeux. Être noir, c'est une fabrication. Être pauvre, c'est une fabrication. Je n'ose pas. Ce n'est pas que je ne crois pas, je n'ai pas de compétences, je ne vais pas jusqu'à dire que la pandémie a été fabriquée, je n'ai dit ni pour ni contre, je n'ai dit ni oui ni non, mais je crois que cette pandémie va finir par être une arme aux mains des Occidentaux pour vider les pays noirs de leur population. Première étape, on va racialiser la maladie. Cette pandémie est en train de devenir une pandémie de peuples noirs, puisque ce sont les peuples noirs les plus pauvres qui ne seront pas en mesure d'avoir les fameux vaccins. Deux, on va fermer les frontières aux populations noires pour les obliger, pour les condamner à mourir sans ce vaccin. Et finalement, tandis que sur n'est-ce pas, les continents riches, dans les populations riches, les gens vont être vaccinés à souhait, eh bien, les peuples pauvres, les populations noires n'auront pas accès à ce vaccin et elles vont mourir comme des mouches, comme ce fut le cas du sida. Et pourtant, les amis, nous avons chez nous une pharmacopée. Nous avons, n'est-ce pas, une flore extraordinaire. Malheureusement, à force d'imiter la médecine occidentale, à force de copier ce qui se fait en Occident, nos dirigeants n'ont pas encouragé le développement scientifique dans nos pays à nous. Nous avons des gens qui sont très capables, qui sont très compétents, mais parce qu'on ne leur a pas donné le moyen de développer une véritable pharmacopée tropicale, eh bien, nous sommes obligés aujourd'hui de dépendre, n'est-ce pas, des vaccins fabriqués en Occident, alors que s'il y avait un encouragement au développement de la science chez nous, s'il y avait un encouragement au développement de la médecine tropicale chez nous, je suis sûr, et cela a été déjà dit, que dans notre flore, il y a des plantes grâce auxquelles on parviendrait à bout de cette COVID-19. Vous notez que les réflexes occidentaux, ce que j'appelle, n'est-ce pas, les atavismes comportementaux de l'occidental, eh bien cela n'a pas changé. Tout ce qui est mal doit être imputé aux Noirs. Même si la pandémie n'a rien à voir avec les peuples noirs, on est en train tranquillement de racialiser cette pandémie pour la confiner aux frontières noires. Même si ce n'est pas productif, même si ce n'est pas scientifique, on ferme les frontières avec les peuples africains sous prétexte que ces peuples-là ont l'Omicron, alors que le variant Omicron existe dans plus de 26 pays dans tous les continents du monde.
C'est ridicule. On a découvert le variant Omicron aux États-Unis. Pourquoi le Canada ne ferme-t-il pas ses frontières avec les États-Unis? C'est une question de gros sous. C'est des milliards de dollars qui passent par la frontière canado-américaine par jour. Des milliards, les amis. Eh bien, Justin Trudeau n'est pas assez fou pour se priver de milliards de dollars qui viennent des États-Unis. On s'en fout que les États-Unis ont aussi le variant Omicron. Pourquoi les États-Unis ne ferment-ils pas leurs frontières avec le Canada, alors que, à date, on a plus d'une dizaine de cas de variants d'Omicron au Canada? C'est des gros sous, c'est des Blancs qui font affaire avec des Blancs. Mais dès lors que l'Afrique du Sud, pays majoritairement noir, a, dans sa transparence et dans sa candeur, déclaré que nous avons un nouveau variant, oups, on a fermé les frontières. Les amis, la délivrance des peuples noirs ne viendra que des Noirs. Le relèvement des pays noirs ne viendra que des dirigeants noirs. Cessons de croire que les Occidentaux ont de l'amitié pour nous, qu'ils ont de la générosité pour nous. Non, les peuples n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Il est temps que nous soyons suffisamment lucides, il est temps que nous soyons suffisamment éveillés pour développer notre propre médecine. Nos pays sont des paradis. Nous avons des plantes grâce auxquelles on pourrait venir à bout de cette maladie. Mais encore faut-il offrir les moyens à nos scientifiques. Encore faut-il offrir les moyens, n'est-ce pas, à nos chercheurs pour qu'ils produisent des remèdes tropicaux qui vont nous permettre de résister à cette foutue maladie fabriquée au naturel. Je ne voterai pas. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui va vous faire réfléchir et va vous porter à doter vos pays de dirigeants patriotes qui vont encourager le développement de la science tropicale chez nous. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir.